Cette pyramide, avec ses proportions, est la seule représentation à réunir la compréhension des lois universelles en résolution radicale de l'interaction féminin-masculin. Les cathares-moi-je ont pu s'instruire des logiques informatives de cette symbolique absolue pour faire une synthèse sur les constantes des lois physiques, cosmologiques, biologiques et physiologiques, le tout compris dans une organisation temporelle, linéaire et cyclique. La Terre est le point de vue privilégié pour en comprendre la mesure. Des multiples corrélations géométriques obligent la pertinence d'utiliser le mètre ou la coudée avec la base métrique référentielle, ce qui impose de comprendre le mètre comme unité universelle référentielle ou le multiple unitaire de distance. Après avoir intégré l'importance de la compréhension de la pyramide universelle, les cathares-moi-je ont pu valider la preuve de l'explication des soi-je sur l'interaction de l'absolu et du relatif. Effectivement, dans une période du jeu où la résolution par la typologie technologique permet d'accéder aux informations de mesure ou de lois physiques, il est possible de constater des distances choisies entre des lieux symboliques, des mesures géodésiques particulières, la vitesse de la lumière, la constante dite de Planck et la notion d'intrication quantique. À présent, il est bien possible de constater que les proportions très spécifiques de la pyramide universelle se retrouvent dans la géodésie de la Terre. Symbolique à l'échelle terrestre. D'autres recherches peuvent mettre en évidence encore bien des corrélations matérielles, notamment sur l'horlogerie du système solaire, mais aussi sur la mesure du temps des différents cycles que nous avons évoqués plus avant. Dès lors, il est possible d'intégrer le raisonnement que notre univers relatif serait bien une création de l'univers absolu qui, omniscient, omnipotent, peut en déterminer les caractéristiques totales. Les cathares-moi-je ont alors mis en évidence ce jeu d'informations occultes prouvant que la Terre, par ses dimensions et sa position, est bien le lieu pour être en mesure de prouver l'artificialité de notre univers relatif. En jouant toujours avec les logos géométriques, mathématiques, philosophiques, dans des symboliques, les messages de la grande interaction sont omniprésents. Symbolique à l'échelle du système solaire. Ce n'est pas le hasard qui crée la coïncidence que, vu de la Terre, le Soleil et la Lune donnent l'illusion d'avoir la même dimension. Un drôle de défi à l'épreuve de la statistique et une belle opportunité symbolique pour comprendre les rôles du féminin et du masculin. La langue française offre des compréhensions occultes. Pour qui ne sait pas que la femme aime énormément le feu et l'homme aime énormément l'eau. Une connaissance amoureuse mais pas étymologique. La Terre est donc un point de vue privilégié pour en partir. Dans la même logique vérifiable des polarités obligatoires pour la conscience du jeu interactif, nous pouvons constater cette démonstration parmi bien d'autres sur notre planète Terre. 2 sites d'une civilisation ayant accompli des constructions mystérieuses représentent encore les polarités systémiques. L'île de Pâques face à la pyramide de Gizeh. L'île de Pâques, point le plus isolé en mer, face à la pyramide de Gizeh, le point le plus centré sur Terre. L'île de Pâques de roches volcaniques et la pyramide de Gizeh avec des roches sédimentaires. L'île de Pâques dans l'hémisphère sud, la pyramide de Gizeh dans l'hémisphère nord.
Les deux sites étant séparés par φ fois 10 000 km. 16 180 km séparent ces deux représentations des polarités complémentaires, île de Pâques, pyramide de Gizeh. Mais là, au final, si on parle en termes de jeu, tu disais, même ici, les jeux sont faits pour qu'on arrive au bout, qu'on arrive à la solution. Alors, ce qui est rigolo, si on fait le parallèle, que ce soit dans un jeu de société ou un jeu vidéo, en général, quand vous jouez, vous connaissez les règles et vous connaissez le but du jeu. Sinon, vous n'allez pas vous aventurer dans un inconnu sans motivation. Là, vos motivations, vous les connaissez. Même dans ce jeu de la matrice, c'est le jeu de l'amour à retrouver, puisqu'en général, normalement, si vous n'êtes pas encore en train de jouer un registre déviant, quand vous êtes correctement structuré, aligné par rapport à l'absolu, votre recherche, elle est dans l'utopie déjà de trouver l'amour, pas n'importe quel, hein, pas l'amour de groupe, c'est-à-dire pas l'amour, je veux être chanteur, tout le monde m'aime, et partout dans la rue, je qu'on parle de moi. Ça c'est. Tu chantes bien. Hein. Voilà, ça non, ça c'est pas l'amour, ça. Là, à un moment, il faut le comprendre, ça c'est pas du tout l'amour. L'amour, c'est le couple, c'est le masculin et le féminin, le couple orgasmique qui fusionne. Voilà, c'est sexuel, c'est amoureux, c'est tout ce que vous voulez. Et ça ne s'obtient que en couple. Le but du jeu, avant tout, la fameuse utopie, donc trouver l'amour. Ensuite, si on affine un petit peu tout ça, vu que l'amour, quand on l'a trouvé, c'est bien, déjà on veut plus souffrir, donc avec ce corps qui quand même engendre des gros bobos, puisque à deux, en général, on trouve le plaisir justement de ce corps, et on a envie d'annihiler la partie corporelle de souffrance. Et évidemment, après, l'ultime but, on dira, c'est de trouver son éternité. Hein, parce qu'une fois qu'on est amoureux et tout, on veut pas mourir, on veut rester avec l'autre. Donc il y a bien cette succession. Si ça se passe bien. Voilà. Il y en a qui se suicident par amour et tout. Donc on peut se poser des questions. Donc ça veut bien dire que c'est puissant. Quand on dit sa moitié, ça veut dire que sans l'autre, on n'est pas complet. Donc, on n'a plus envie de devenir à nouveau, puisqu'on l'a vécu, on l'a expérimenté X fois, cet être auquel il manque quelque chose d'existentiel. C'est une imputation. C'est vrai que c'est existentiel. Pour celui qui a connu le 1 réuni, avec les deux moitiés, c'est insupportable de devoir, évidemment, se retrouver amputé de sa moitié. Hein, ça, c'est évident. Donc, du coup, ça prouve bien que le but du jeu, si certains l'ont perdu, il faut bien avoir ça en réflexion, il est là, on le connaît, c'est l'utopie. L'amour parfait. Après, dans un monde parfait, c'est délicat, hein, puisque ici, on le sait, on est dans ce fameux relatif de la dualité, où on est venu d'ailleurs pour se séparer, hein, parce que faut bien comprendre que la causalité, si vous l'avez bien compris, on a déjà parlé maintes et maintes fois dans les vidéos pour expliquer bien la rationalité et la logique de cette chose-là. C'est bien parce que de l'autre côté, tout est toujours parfait, que vous avez toujours besoin de ce parfait, que vous venez délirer sur un truc où vous vous séparez pour connaître l'inverse. Et le but de se retrouver. On est même séparés à l'intérieur de nous-mêmes, hein, puisque on est fait de plein de morceaux, et le premier travail, c'est de les réunir, et après de se réunir avec la moitié qui nous manque. Et puisque d'ailleurs la loi physique, même ici, le démontre, que ce soit philosophique ou même dans la science physique, c'est la loi des aimants. Les opposés s'attirent. Le plus colle au moins. C'est quand on est du côté du relatif, ces oppositions, malheureusement, elles sont complètement exacerbées et vous avez même du mal à recomposer ce désir d'avoir à faire coller le plus et le moins. C'est une résolution constante et c'est là aussi le but du jeu, l'émotion du jeu, sa causalité profonde, elle est là. Donc les opposés s'attirent et cette loi universelle, eh bien on la retrouve partout et c'est là qu'on commence, puisqu'on va faire cet apocalypse en deux volets. Premier volet, c'est la compréhension constatable de votre place sur la Terre. Bon, ici, vous êtes un terrien, et qu'est-ce que vous voyez, et que tout le monde peut constater, puisque c'est comme ça que ça marche tout le temps. Dans la position relative de chaque mois-jeu, il doit y avoir un élément dans le jeu qui constitue une preuve que tout le monde peut voir. Et où que vous vous trouviez sur la Terre, tous les joueurs peuvent voir quoi ? Tout ce qui est astral. Donc les étoiles, le soleil. Voilà, le soleil et la lune. Alors ce qui est le plus concret et le plus en influence de notre vie et le plus visible a fortiori, c'est le soleil et la lune. Et la lune. Alors
c'est vrai que ça, soit vous êtes né avec, parce que vous avez peut-être déjà travaillé sur des vies précédentes à ces concepts-là, et donc vous avez cette intuition qui est vraiment ancrée. Dès que vous êtes jeune, de vous dire la partie rationnelle de mon cerveau qui engendre des raisonnements de conscience, si on intègre les lois des statistiques, des mathématiques, des probabilités, on a une sacrée chance, et vous verrez que c'est une chance, hein, mais en fait ça l'est pas puisque c'est fait exprès, que la taille du Soleil qui se trouve beaucoup plus loin que la Lune et justement le même diamètre pour nous, à notre vision et de notre point de vue, que la Lune. Donc la Lune et le Soleil ont le même diamètre. Vous pouvez bien constater, lors d'une éclipse de Lune, si c'est pas clair... Voilà, ça fait éclipse totale quand les trois sont alignés. Donc le diamètre de visu est bien le même. Alors c'est là qu'il faut rentrer dans ce jeu subtil où vous vous placez du côté de la conscience du soi-je. Alors on peut dire que c'est un hasard. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça aurait pu l'être. Mais si vous êtes né avec cette intuition que ça n'est pas un hasard, c'est peut-être que vous l'avez travaillé avant. Que de hasard sur cette terre. Voilà, le problème c'est qu'à un moment, il y aura tellement de hasards qui vont s'accumuler que celui qui est vraiment cartésien, même un sceptique confirmé, s'il le réfute, à un moment c'est psychiatrique. Hein. Parce que là, nous, on ne va pas dépasser le stade de ce que tu disais, donc le sacré hasard. Hein. Dans les deux exemples qu'on va mener, quoique le deuxième, normalement, ça devrait tomber aussi. Mais bon, avec le premier, c'est sûr, on peut se le dire, c'est encore une possibilité du hasard. Alors, en tous les cas, si on se place du côté du raisonnement absolu, du soi-je, et qu'on laisse dans la matrice, dans sa, je précise bien, dans sa phase finale, tous les éléments qui permettront de comprendre que vous êtes dans cette matrice, dans un jeu, on va jouer avec ces deux éléments qui dérivent de l'utopie absolue, l'amour entre le féminin et le masculin sur des personnes qui sont absolument caractérisées. Et il n'y a pas des gaz qui se mélangent avec plusieurs notes différentes, etc. Non, il y a des personnes qui sont individuelles, comme nous on l'est ici. Mon voisin n'est pas moi, je ne suis pas mon voisin. On a chacun notre caractère bien particulier et nos goûts bien particuliers. Chaque individu caractérisé, en soi-je aussi, a cette motivation, ce but absolu de vivre l'amour absolu, l'amour parfait. Et dans la matrice relative, où on doit recomposer cette compréhension, il nous est donné toutes les symboliques dont la physique elle-même de la matière dérive aussi. Et là, on va le voir, ne serait-ce qu'avec ces deux astres qui vont bien nous planter ce que vous devez comprendre, évidemment, en philosophie cette fois. C'est-à-dire qu'on a le Soleil. Le Soleil, c'est l'opposé de la Lune en compréhension ici même dans la matrice. C'est-à-dire que vous, en tant que moi-je terrien du relatif, vous avez constaté que le Soleil est loin. Si vous êtes un petit peu astronome, c'est sûr que si vous ne vous penchez pas sur le sujet, que vous pensez que la Terre est plate et que le Soleil il est juste à 30 km de la Terre, etc., là il faut vraiment réviser ses fondamentaux. Il faut bien se dire que des milliers d'années avant, il y en a qui le savaient déjà. Donc là il faut peut-être un peu se réveiller. Il y a des preuves mathématiques, il n'y a pas besoin d'un télescope ou quoi que ce soit. Il y a des gars avec un bâton planté dans le désert et un puits qui sont arrivés à le comprendre. Mais bon, chacun est où il veut. C'est vrai que c'est des émotions aussi de penser qu'on est dans un complot où la Terre est plate, etc. Hein, Mais là, on n'en est plus là. On en est sur autre chose, on est sur des sphères. C'est bien de sphères dont il s'agit. Et vous avez compris, évidemment, que ce Soleil est très éloigné, à l'opposé de la Lune qui est près. Toujours dans cette compréhension des oppositions, le Soleil est chaud, alors que la Lune... On joue sur tous les tableaux de la compréhension des dualités, donc des polarités, des oppositions, plus et moins, etc. Face au Soleil qui est très chaud, on a une Lune qui est froide. On a le Soleil qui est un astre qui éclaire et qui, en opposition, se retrouve avec une Lune qui, elle, est éclairée. Elle n'est pas éclairante. Dans la dynamique de la physique de compréhension, le Soleil donne, ça me rappelle Laurent Voulzy qui chantait ça, hein, il avait déjà compris d'ailleurs, hein. Le Soleil donne. Et la Lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'émet rien, justement, c'est juste la réflexion. Voilà, elle reçoit. Donc vous voyez qu'on est toujours dans cette polarité de dualité à comprendre. Ça veut dire au final que si on veut donner un état de la physique mécanique, en gros le Soleil c'est la dynamique et la Lune c'est la stabilité. Voilà. Et si on le rapporte au concept primordial qui nous intéresse, donc par rapport à l'amour, le Soleil c'est bien le générateur de matière, donc c'est la dynamique, c'est le masculin, c'est lui qui donne. Et le féminin, c'est bien la Lune qui, elle, reçoit, qui est stable, et le pendant opposé de son plus et qui devient le moins, si on veut le voir comme ça, pour qu'il y ait justement cet amour. Si vous êtes dans cette logique de compréhension du jeu
avec ces règles universelles des lois primordiales, que nous devons retrouver ici même dans le relatif, vous comprenez l'importance d'être sur une planète où vous avez déjà ça à comprendre. Parce que là maintenant, élargissez votre état d'esprit pour tous ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, se diraient un peu grogneux là comme ça, mais c'est le hasard quand même, je vois pas pourquoi, après tout, ça peut être le hasard. Ça c'est sûr, oui, que ça peut être le hasard. Mais comprenez bien, par rapport au taux de probabilité, par rapport aux statistiques, si vous vous trouvez sur n'importe quelle autre planète, si elle était habitable du système solaire et avec leur propre satellite, que ce cas n'existe pas. Donc il n'est pas si courant que ça fait pas partie des lois des équilibres, on va dire, de la physique astronomique. Donc soyez pragmatiques, allez jusqu'au bout du raisonnement, allez, comme on vous le dit souvent sur cette chaîne, cherchez vous-même le nombre de satellites naturels évidemment de chaque planète qui constitue ce système solaire et vous regardez si on a le même cas, c'est-à-dire une lune de Jupiter ou de Saturne ou de Mars, d'autres planètes, confèrent le même cas où vous allez vous retrouver avec ce satellite qui a la même taille que notre astre, donc que le Soleil. En visu. Voilà, visu. Ce qui donne la première intuition, si vous rentrez dans cette logique de réflexion. La curiosité. Ou la curiosité, ouais. Que c'est quand même extraordinaire et que ça donne à réfléchir. Nous vous laissons méditer cette idée-là, mais pour en faire une conclusion rapide et synthétique, comme le montrent ces images, vous aurez compris que les êtres, qui soient amoureux ou pas d'ailleurs, sur cette terre, et qui ont l'habitude de regarder vers les cieux, vont pouvoir à un moment enclencher un processus de compréhension sur ce que nous venons d'exposer et peut-être de se dire que ce n'est pas un hasard justement. Dans la suite logique de ces preuves, parce que là, comme tu disais, ça pourrait être un hasard, dans la suite logique de ces preuves, mais cette fois-ci intelligentes, et là c'est plus de la constatation visuelle, mais c'est de la compréhension sur l'autre cerveau scientifique et rationnel, là par contre on vient plomber un truc, ça ne peut pas être du hasard. Et là, on va parler de la même chose, le même principe que nous venons d'évoquer du chaud, du froid, du mâle, de la femelle, du soleil et de la lune, c'est la pyramide de Gizeh, la grande pyramide. Et là, certains vont se dire, oh bon, je vois pas le rapport. Et vous allez vous apercevoir que c'est la même chose, mais cette fois-ci, vue de l'autre côté, c'est-à-dire sur le cerveau qui s'occupe de la partie logique et concrète. Et là, on en revient, s'il vous plaît, rappelez-vous la première question que nous avons posée au départ, c'est un peu le postulat de réflexion, que vous mènerez, j'imagine, aussi après cette vidéo. Si vous, en tant que soi-je, vous deviez formaliser le symbole de l'absolu, comment vous le concevriez ? Et là, vous allez voir, il n'y a pas 50 solutions. On en arrive à une seule proportion, c'est celle de la grande pyramide. Et c'est quand même un lien avec ce qu'on a dit, parce que ce qu'on vient de voir sur la Lune et le Soleil, c'est s'être posé la question de savoir si c'était un hasard d'avoir atterri là où on est, que peut-être il y avait suffisamment d'extraordinaire pour que le lieu où on a atterri ne soit pas un hasard. Ça veut dire du coup que j'ai peut-être quelque chose à y faire. Et si vous êtes sur Terre, c'est bien que, à travers la position des astres et les artefacts les plus gigantesques qu'on a laissés pour être indestructibles, hein, bon, ils le sont peu, mais il reste encore. Oui, mais enfin. Il reste l'essentiel. Si on savait les dater, on serait quand même assez stupéfait de leur caractère durable, on va dire. Absolument. On n'a fait plus du durable comme ça. Non, déjà on n'en a pas trop les moyens physiques. Et vu leur âge, on devrait se poser la question des moyens physiques qui ont permis leur construction. Le voilà bien formalisé clairement, la résolution de la quadrature du cercle, du féminin et du masculin en 3D. Et c'est là que votre compréhension doit arriver jusqu'à ce qu'on appelle la conscience de l'incommensurable. C'est de faire le lien avec la matrice. Quelle serait la clé de passage de compréhension que nous sommes bien dans une aventure créée par l'absolu, dans ce petit relatif qui nous fait tant de problèmes. En début de vidéo, on a évoqué la chose incompréhensible et assez extraordinaire de se dire mais comment l'univers a pu manifester, soi-disant comme vous pouvez le penser, mettons le hasard, ou cette coordination parfaite de nous mettre le soleil et la Lune avec la même perception de taille. À une distance qui fait que nous, on les perçoit de la même taille. Voilà, et qu'on ait le même raisonnement que nous avons développé en début de vidéo.
et des pyramides, et parce qu'elles y sont, ne vous inventent pas, il y a des pyramides, dont une qui attire l'attention plus que les autres évidemment, c'est la grande pyramide de Gizeh, c'est Khéops, qui nous donne les mesures, la proportion parfaite pour vous faire comprendre que vous êtes dans le jeu, puisque, et c'est là qu'on va faire le pont, que cette pyramide, avec cette proportion, elle vient, et c'est là que ça devient aussi extraordinaire que la Lune et le Soleil, elle vient se calquer sur la géodésie terrestre. De bien grands mots peut-être qui font peur, mais qui en fait sont largement compréhensibles. C'est-à-dire que si vous prenez les dimensions de cette pyramide, elles correspondent à la moitié du globe terrestre. C'est donc là la clé intellectuelle de passage qui est assez difficile aussi, parce que certains auront du mal à l'admettre, c'est comment ça se fait que le hasard ait pu faire qu'il n'y a qu'une seule pyramide dont on vient de passer un moment à vous la décrire. Il n'y a qu'une seule pyramide alchimique, philosophique, dont la structure mathématique fait intervenir les seuls nombres possibles en corrélation qui sont pi et phi dans une structure en 3 dimensions, qui réunissent tous les critères que nous avons énoncés auparavant et qui correspondent à la définition qu'on a donnée au début. Si vous deviez formaliser le symbole de l'absolu, comment vous le construiriez ? C'est cette proportion et pas une autre. Et là, comme par hasard, elle correspond, si on reste dans les formes arrondies, donc en 3D sphérique, on est bien là non pas sur la Terre plate, mais bien sur une Terre sphérique, même si elle n'est pas parfaitement sphérique, justement. Et c'est là qu'on peut voir les proportions à vérifier sur la géodésie qui correspond à cette pyramide. Certains là, ont déjà disjoncté et se disent non mais ça n'a aucun rapport. Mais si vous allez plus loin dans le même raisonnement statistique qu'on a mené au départ et que vous vouliez bien accepter que c'est pas un hasard, puisque le nombre et la statistique, puisque ça fait 2 éléments cumulés sur le fait de vous conduire à la compréhension que vous êtes sur quelque chose qui n'a pas des dimensions par hasard, eh bien vous êtes normalement à présent dans la foi de vous dire, bon peut-être que 2 éléments ça vous suffira pas, mais rassurez-vous, il y en a d'autres qui vont venir justement, donc là ça devrait, comme on disait tout à l'heure, enfoncer le clou de cette compréhension. Là, est-ce que c'est pas difficile de passer à ce stade de se dire, mais oui, ça y est, je comprends que l'univers fait ce qu'il veut, même dans la taille des planètes, même dans la structure et dans la géométrie, l'architecture, même d'une sphère, d'une planète. Donc d'une création. D'une création totale, ouais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est facile ou pas? C'est à vous de déterminer où vous en êtes dans votre conscience. Est-ce que la compréhension de tous ces éléments imbriqués suffisent à vous faire comprendre au moins qu'il faut le réfléchir, que tout ceci est bien une création de l'absolu, et que c'est parce que nous sommes dans cet univers sur une planète qui a cette taille, qui a un satellite qui a cette taille, un soleil qui a cette distance et a cette taille, que vous avez les capacités intellectuelles ou même philosophiques, et même, allez, allons-y, amoureuses, de vous transcender jusqu'à l'absolu pour comprendre que tout ça, donc, ça a une compréhension totale et globale, puisqu'on est ici sur ce globe-là. Donc, est-ce que, à un moment, vous êtes en capacité de comprendre qu'il y a une cohérence à ça, ou est-ce que pour vous, ça n'a aucun sens et que c'est complètement extravagant de penser que tout ça, c'est relié? Avec le modèle de retour vers le soi-je, vous pouvez bien comprendre que c'est rationnel, dans la relation qu'il y a entre un soi-je et un moi-je, de construire les éléments rationnels d'explication de la fin des temps. Bon, on n'y dira pas plus, mais peut-être un jour on développera ça plus précisément dans une vidéo spécifique, mais là c'est la même chose à comprendre dans le langage. Pourquoi à un moment le français serait plus évolué? C'est l'inverse que nous avons induit par le darwinisme également, de penser que nous sommes ici pour évoluer. Et en fait c'est une découverte juste adaptative de ce qui existe déjà, que la langue en est aussi la pure démonstration. Donc là, nous n'allons plus parler occitan, on parle bien français, cette formidable langue, qui nous a donné à réfléchir sur ces 2 mots, homme et femme. Vous qui êtes habitués à ce jeu des symboliques et des compréhensions à travers la forme, à travers les éléments, eau, terre, air, feu, des identificatifs, des caractéristiques qui s'y rattachent, qui s'y rapportent, dans la structure de ces 2 mots, dans cette langue, il est évident que nous avons 2 points communs qui se détachent dans homme et dans femme, c'est M. Le point commun. Ça aime beaucoup, d'ailleurs ça aime 2 fois, hein. Une fois de plus, c'est bipolaire cette affaire. Donc M,
ça se rapporte bien à une compréhension d'aimer son opposé. L'homme, c'est celui qui aime l'eau. La femme, c'est celle qui aime le feu. On est bien d'accord que si on va chercher dans ces compréhensions dites ésotériques du langage des oiseaux, des clés vous sont données qui sortent du circuit classique de la sémantique et de la construction logique d'une langue helléno-latine qui aurait été construite par enchantement de deux racines qui sont superbes aussi. L'inverse est beaucoup plus facile à faire. Comme quelqu'un qui veut créer la surprise de ce que nous verrons après sur la magie d'un carré du même nom, les carrés magiques. En l'occurrence, là, nous parlerons du carré Qatar, tout comme nous avons présenté le carré Sator. Vous verrez bien que le hasard ne peut pas construire un processus intelligent de retrouver une logique dans une structure qui se concatène, qui s'imbrique, alors que l'inverse est beaucoup plus facile à faire. C'est parce que vous avez la logique du carré d'origine que vous allez créer le mot. Donc cette compréhension est difficile, puisque nous sommes des darwinistes dans la tête, il faut tout inverser. Et là, la compréhension devient beaucoup plus limpide et beaucoup plus rationnelle. Donc ces deux mots, une fois de plus, c'est pour donner des petits biscuits au passage à chaque fois, mais ça le prouve aussi. Dans cette structure, n'allez pas chercher, là je sais qu'on peut avoir des messages, homo c'est humus, la racine gréco, machin. Non, on n'est pas du tout dans ça, là on est dans une explication qui vous démontre l'inverse. La langue aboutie qui est le français vous donne à comprendre non plus du concept sémantique historique, mais du concept philosophique. Et cette compréhension hermétique, qui ne l'est pas vraiment, parce que franchement, c'est pas caché, là. Je sais pas, ça saute aux yeux. Homme, c'est bien celui qui aime l'eau. L'eau, on sait, c'est la femme. Le feu, c'est l'homme. Et la femme, dans le mot, ça révèle bien celle qui aime le feu. Vous voyez bien que, comme dirait certains New Age, dans cette manifestation, cette fois-ci lettrée, tout est dit. Ah, j'allais dire ça. Oh, non. Oh, j'allais faire la blague. J'y crois que tout est dit. Nos deux caractéristiques nommées en français, c'est bien la définition par l'amour de son opposé. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une explication encore plus fine qui nous prendrait bien plus loin dans la compréhension des architectures et de ce qui est signifié par la lettre H majuscule, qui en fait est la structure de résolution. On verra aussi que c'est le modèle infini, le 8 couché, qui donne la résolution finale, mais bon, on a le temps de le voir un petit peu plus tard, dans d'autres vidéos. Mais là, pour l'instant, on va rester à cette compréhension aussi des deux différences. Donc, puisqu'on s'est attardé sur le point commun, les deux aiment leur opposé, sur les 4 éléments qui caractérisent l'homme et la femme. Mais le H, vous comprendrez que c'est la structure, l'architecture de résolution du transcendant, du féminin et du masculin. C'est-à-dire que vous avez plus une croix, là c'est une lettre, qui vous donne le vertical qui résout les deux personnages relatifs et les deux personnages absolus, reliés par l'horizontal, donc la relation entre les deux. C'est vraiment le signe de la compréhension de la résolution. Et si on reste dans cette logique, on trouve bien dans les différences de homme le HO, ce qui confirme la formule atomique que nous connaissons bien de l'eau, qui est H2O. Oui. Bon, mais de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe à FE, qui est plutôt la formule du fer. Et oui. Le fer et le feu ont quelque chose à faire ensemble aussi. Il y a une compréhension alchimique. L'eau et le fer aussi. Oui, aussi. Mais pas pour la même chose. Voilà, exactement. Donc on rentre pas dans les détails. C'est une fois de plus l'occasion de laisser réfléchir tout le temps. C'est le but de cette chaîne, de présenter c'est ce que nous sommes. Des éléments de réflexion. Et c'est, en tous les cas, il faut le savoir, le plan de cette transmutation. Et c'est bien de l'alchimie dont il s'agit. Mais il faut pas confondre, attention, hein. On n'est pas là pour faire de l'alchimie des marchands du temple. C'est juste un élément de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire dans la réalité. Faut pas jeter le creuset pour se mettre à faire du mélange. Voilà, il faut le spécifier au passage. Non. C'est de l'hermétisme. Par l'alchimie, on a fait comprendre des choses philosophiques qui se traduisent également dans la matière. Mais à cette époque qui est plutôt intellectuellement et de cœur admissible pour des transmutations réelles, si vous voulez prendre le temps de transmuter des métaux dans des... Creuser. Pourquoi pas? Oui. C'est un peu creusé pour s'enfoncer des fois un petit peu plus, on le voit actuellement. Il va mieux falloir comprendre le parallèle avec la philosophie, puisqu'en fait c'est la même chose qui est exprimée dans cette transmutation. On peut même dire que l'hermétisme va très loin de la langue française, puisque pour respecter ce que nous venons de dire, il fallait que femme soit écrit FE et homme HO.
mais on dit bien une femme, et ça s'écrit femme, avec un E. Une fois de plus, il y a une compréhension à avoir. Est-ce que ça va être difficile de voir qu'on peut tordre les choses pour qu'elles correspondent à la résolution d'un mystère, Bien sûr. et non pas l'inverse. On ne dit pas une femme, c'est une femme. Et voilà. Et pourtant, ça s'écrit femme. Donc vous voyez bien qu'il y a une raison à trouver et à comprendre toutes ces turpitudes bizarres, laissées comme des incompréhensions linguistiques. Et des messages. On n'en dira pas plus puisque ce mélange est fait pour être médité et c'est pas à nous d'y apporter la résolution philosophique. Chacun. Et c'est à chacun de faire le chemin. Soit dit en passant, la version raccourcie de femme, si on l'avait écrit avec A-M-E, et si on enlève le feu, il reste l'âme. Mais Et dans les transmutations de métaux, l'âme, comme dans le tarot, tient une signification de transmutation et de couches successives à comprendre. aussi. Voilà. Bon, reste. Mais tout se rejoint. Mais hein. c'est dingue. Et pour finir cet exemple le plus beau, le plus parlant que nous ayons sur la Terre, nous avons à 16 180 km le plateau de Gizeh et l'île de Pâques, avec deux symboliques réunis dans cette distance par phi, qui sont eux-mêmes les caractéristiques de plusieurs oppositions. On a une île qui est la plus isolée au milieu de l'eau, l'endroit où il va falloir le plus nager pour arriver ramer. sur un continent. Voilà. Cette opposition se fait tout d'abord sur le contexte de la nature de l'environnement, avec une île très isolée dans l'eau, et Gizeh qui, à l'inverse, est au milieu, c'est le point, là aussi vous pouvez le mesurer, c'est le point central des terres, c'est-à-dire que vous pourrez prendre le temps sur Google Earth à tirer des lignes sur tous les continents, d'un bord à l'autre, sans passer par une mer ou un océan. Et là, vous allez vous apercevoir que nous avons la médiane la plus longue sur les terres, dont le milieu se situe à Gizeh. Deuxième compréhension hermétique, c'est avec la matière. Dans le cas de l'île de Pâques, au niveau géologique, il s'agit de roches Basaltique. donc issues du travail de la chaleur. Face à son opposition sur le plateau de Gizeh, il s'agit donc de calcaire, roches sédimentaires aquatiques, issues de la compression justement des sédiments au fond de l'eau, donc tout à fait l'opposé dans la matière elle-même. Vous comprenez à chaque fois que nous sommes dans cette même règle d'expression qui fait comprendre la maîtrise même à très grand niveau de ce qui est opposé. On reprend les quatre éléments, l'eau, le feu, etc. On joue toujours avec ça. Hein. Et là, nous avons concrétisé. On sort de la statistique, c'est le truc tout à fait impossible. Celui qui pense que c'est possible d'aller aussi loin dans l'expression d'une opposition au niveau géodésique, il faut qu'il continue justement à chercher, puisqu'on ne s'arrête pas qu'à cet exemple-là. Ces exemples vont se multiplier, on va le voir ensuite, non seulement au niveau cartographie, mais après au-delà avec la taille des planètes, la taille de la Terre, le rapport qu'il y a avec la Lune, le Soleil, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Le fait de jouer avec pi et phi, et de le matérialiser dans quelque chose de tout à fait, on le répète, impossible de la main de l'homme, nous oblige à avoir une réflexion sur la nature de Dieu. Et c'est là que, on va le voir, ça peut être aussi dangereux parce que cet absolu dont nous parlons, à travers cette manifestation intelligible et intelligente, il peut très bien être récupéré aussi par la deuxième famille, ceux qui vont affirmer que c'est Dieu, pas encore, parce que quand on regarde dans le milieu informatif monothéiste, hein, que ce soit la religion hébraïque, que ce soit le catholique ou les musulmans, ils s'emparent pas du tout de la métrologie. Mais on peut imaginer que si jamais ça tombe dans leur environnement analytique, ils vont dire que c'est Dieu. Ils auraient pu le faire avec les cathédrales, mais Oui. à croire Ça, qu'ils sont ça, pas. c'est terrible. Alors là, à oui. croire qu'ils sont pas au courant. On Parce que... va pas mettre le nez là-dedans. Non, Parce mais que... c'est une curiosité, ça. Ben, ils sont pas contents d'ailleurs pour ceux qui mettent justement comme mais tu dis. Là. C'est quand même une curiosité, ça. Ah, oui. Ils devaient pas être au courant. Ils étaient pas au courant, non.
C'est-à-dire que C'est pas possible. la famille 1 a fait une incursion dans la famille 2 sans qu'ils en aperçoivent, on va ouais. dire. Là, il y a... C'est ce qui s'est passé. c'est épatant, ça. Du coup, il y a un peu satanisation du sujet. J'ai déjà entendu des ecclésiastiques s'exprimer sur le fait que certaines représentations, même géométriques, ou certaines cathédrales sont celles du diable. Hein. Bon, vous voyez, on est en pleine schizophrénie de conception de ce que peut être Dieu. Mais bon, c'est normal, on est là pour dénouer tout ça, c'est la fin des temps. Puis c'est normal aussi que chaque famille ait son moyen de résolution très différent, puisqu'on n'est pas là pour jouer la même chose au même moment. Tu voudrais dire qu'il y a un tout, Oui, et un fameux tout. et qu'il n'est pas comme dans l'histoire des Namasté, un est tout, tout est un, etc. Oui, il y a vraiment une cohésion totale, comme tu le dis, parce que ça c'est le tout, oui, mais qu'après chacun a ses caractéristiques dans les deux univers. Vous gardez votre identité. On n'est pas tous un, parce que c'est une réalité, puisque de la conscience primaire qui s'est décomposée dans les fragments de chaque caractéristique, on peut le dire que oui, à l'origine, un est tout, Non, et qu'on tu veux est dire tous... qu'il y avait un tout cohérent, quoi. Et qu'il y a un tout cohérent, mais tout à fait. Mais ça revient à cette même idée, tout à fait. Mais chaque fois, j'aime bien préciser la différence avec ce truc fascinant qui est absolument on peut déviant très- ici. on peut très Voilà. bien glisser. Vous ne perdrez pas votre identité. Ouais. Quoi. Le Vous êtes sol- ce que vous êtes. Le Hein. sol est toujours glissant sur cette Ah, planète. ici, oui. Parce que là, certains vont croire après qu'au final, vous revenez à un état où vous êtes un. Vous allez vous ennuyer. Justement, si la création a fait en sorte qu'il y ait deux univers comme Oui, ça. c'est compliqué. Oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour revenir à un. C'est pas pour revenir à un, c'est pour revenir à un état qu'elle a déterminé parfait, que certains appellent le paradis dans les religions, ça pourrait s'apparenter à ça. C'est l'état parfait, on l'a déjà décrit, etc. Le comportement de la matière n'est pas le même, la physique n'a plus rien à voir avec la physique contenue, puisqu'on ne comprend pas la métaphysique ici, on est dans la métaphysique sur le comportement de la matière, dans l'absolu, on l'a déjà expliqué avec le carré Sator. Voilà. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais cette compréhension, c'est vrai qu'elle est hyper importante, que quand vous allez vous transcender de ce monde relatif, vous n'allez pas revenir au tout, ou vous allez perdre votre identité, que vous partez dans un magma qui fond le tout, vous revenez à l'état originel de ce qui a été prévu comme parfait. Pour faire le résumé de ce qu'on doit concevoir dans notre conscience, qui est assez extraordinaire, donc difficile à intégrer, dans notre réalité du relatif, si vous voulez comprendre le rapport géodésique, et il n'y a pas que ça d'ailleurs, vous allez voir, il y a des occurrences assez incroyables aussi sur cet équateur penché, où vous retrouvez des distances faisant intervenir la valeur de phi entre l'île de Pâques et les pyramides, sur des artefacts qui font le tour de cet équateur, et qui se rapportent même, après on aura l'occasion peut-être de le développer, en rapport avec la cartographie céleste. La vitesse de la lumière aussi. Heureusement que tu Ouais. le rappelles, avec la différence de périmètre du cercle extérieur et du cercle intérieur du carré de base de la pyramide, qui lui signifie la vitesse de la lumière. Cet empilement De données. de données, voilà. Si Dans vous, une même structure. si vous pensez que ça peut être dû au hasard, jouez au loto. Franchement, ça veut dire que vous pensez que le hasard a un talent pour s'immiscer dans des choses totalement, justement, impossibles. Hein. Voilà. Enfin, creusez bien dans votre conscience par rapport au fait qu'il y ait des raisons intelligibles d'amener les choses comme ça, de dire que non, c'est le hasard. Vous choisissez. Mais c'est vrai qu'on a quand même facilité, que ce soit par empathie ou raison même, à comprendre que certains puissent disjoncter comme une électricité, parce que ça induit bien que nous sommes dans un monde fabriqué. Certains diraient artificiel. C'est un monde donc qui est bien fabriqué par une volonté qui l'a voulu à ses dimensions, avec ses artefacts et avec ses corps célestes, à ses distances et à ses mesures. Donc à ces raisons. Voilà, et ça dépasse l'entendement, on va dire. C'est ça qu'il faut creuser, c'est ça le plus difficile. Faites le rapport entre le fait que ça puisse être possible, mais justement, on pensait assez utile de pouvoir faire cette vidéo parce que ce qui va amener à ce que nous puissions évoluer vers une compréhension du jeu dans la matrice, donc dans le fait Oui, de parce résoudre que- le relatif, c'est quand même lié à cette capacité de le rationaliser. Oui, parce que ces données, c'est pas que le fait de se dire qu'elles sont en lien avec des dimensions d'une planète et éventuellement des distances avec d'autres astres, etc. C'est aussi quand on fait rentrer des données zodiacales, par exemple, en rapport avec les temps, des cycles, et une précision, comme tu disais. Donc ça veut dire que au-delà de la preuve de cette création, je dirais, la pyramide, elle donne aussi la compréhension de règles du jeu. Donc on est passé du fait que on comprend que ce lieu n'est pas le fruit du hasard, qu'il y a des règles du jeu, donc potentiellement qu'on est venu jouer, mais qu'on n'a peut-être pas vocation à jouer pour l'éternité. Donc il y a bien un but
À l'issue du jeu. À l'issue du jeu. Comme tout jeu, il y a à un moment donné l'envie, la motivation de gagner le jeu. Et quand on gagne le jeu, ce jeu-là, il s'arrête. On peut en faire un autre, hein, mais ce jeu-là s'arrête. Et puisque tu abordes le chapitre temporel, que certains nient, alors là on est dans un truc de dingue, parce que là, même immortel, je veux dire, il y a toujours une donnée de temps. Ouais, en tout cas, quand on est mortel et entendre des gens qui se disent très évolués et qui questionnent que le temps n'existe pas... Le temps existe dans le relatif et l'absolu aussi. C'est bon, enfin bref. Alors, c'est intéressant, justement, on revient à cette notion temporelle, parce que pour recoller avec la pyramide, qui s'inscrit non seulement dans l'architecture volumétrique, donc spatiale, mais aussi induit du raisonnement temporel. Une distance, c'est du temps par rapport à la vitesse de rotation terrestre, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à la vitesse de la lumière, mais c'est aussi à travers la compréhension, on n'y revient pas dessus, hein, parce que là aussi ce serait trop long, mais on va juste le dire au passage, à l'intérieur de cette pyramide, puisqu'on joue avec pi et phi, on induit aussi le comportement dans le jeu de la matière par rapport au temps, qui est lié à ces deux notions assez différentes que sont le temps de pi et le temps de phi. Le temps de pi, c'est le temps cyclique. Et ça se comprend bien avec le cercle qui revient sur lui-même. C'est l'ouroboros, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous intégrez le temps comme une donnée cyclique, c'est la fameuse compréhension que dans le jeu, il existe des niveaux, des étapes, une chronologie avec un début du jeu, une fin du jeu, le début du jeu suivant et la fin du jeu. Donc ça, c'est une boucle, on le comprend bien. Ce temps-là, il est bien rapporté à celui de pi. Que quand vous prenez un compas et que vous tracez cette circonférence, vous démarrez à un point A et vous finissez au point oméga. Vous faites l'alpha et l'oméga, vous faites une boucle. Le fait de revenir au même endroit signifie bien 3,14, donc vous êtes bien sur pi. Par contre, qu'est-ce que le temps de phi? C'est le fameux temps que certains donnent comme non existant. Un temps où on pourrait bricoler ce qu'on veut, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un présent, et qu'on va pouvoir se déplacer sur cette ligne. Non, le temps passé, il est fini. Et le temps futur n'existe pas encore. Alors, ils font souvent la confusion avec un truc très simple à expliquer, c'est l'histoire du futur qui existe déjà, oui, sur votre condition de si vous rejoignez soit jeu. Par exemple, un moi-jeu, son futur existe déjà en tant que conscience de se rapporter à sa totalité, donc à son soi-jeu. On sait que, on va dire dans l'abstrait... réintégrer sa conscience absolue. Voilà, le moi-jeu réintègre sa conscience absolue, donc du coup, son futur, il le connaît, mais en état et en spéculation de mémoire. Mais en fait, le temps en réel chronologique, le fameux temps de phi, celui qui avale, tu sais, quand on le symbolise comme sur le signe d'Alfa Romeo, là, avec le serpent qui mange le bébé, mais ici, évidemment, on est bébé, et puis on finit vieux, et on meurt, etc. Et ça, sur l'absolu, ça n'existe pas. Il y a la constance du corps parfait que vous vous êtes donné, que vous voulez. Mais ici même, on est bien obligé, et même de l'autre côté, comme je le disais tout à l'heure, on est bien obligé de dissocier ces deux temps. Il y a le temps cyclique, même du plaisir pour l'autre côté. Vous faites un jeu qui n'a rien à voir avec ici. C'est le jeu que des choses qui sont agréable à vivre dans l'harmonie. Et ici, vous avez le temps cyclique où on vit des trucs assez dégueulasses à des moments qui se restabilisent dans quelque chose de mieux à d'autres moments. C'est le Kali Yuga, le Satya Yuga, l'âge d'or, l'âge de fer, etc. Oui, le jour, la nuit, la saison. Il y en a du temps. Tout n'est que temps ici. Voilà, des cycles, même ici, il y en a plusieurs. Il y a le cycle circadien, le fameux grand cycle précessionnel. Du temps. Bon, même la lune nous montre le cycle. C'est menstruel, mensuel, féminin, etc. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est la même chose. On a voulu signifier dans le jeu qu'il y a une pertinence à comprendre les règles dans ce qu'elles ont de philosophique. Donc au départ de la condition originelle qui est absolue. Nous sommes le produit dérivé, un délire tout à fait déviant de quelque chose qui est stable et parfait dans l'absolu. Donc contrairement au temps cyclique, le temps de phi qui lui est linéaire, est un temps absolument imprévisible. Et heureusement. Parce que si le temps cyclique est prévisible avec ces thématiques qui se succèdent, qui sont faites pour explorer, on pourrait dire l'arc-en-ciel des émotions, l'éternel recommencement. Voilà. Le temps de phi, qui est linéaire, lui, il est justement fait voilà, il est fait pour que vous ne vous ennuyiez pas à recommencer toujours la même chose. C'est-à-dire que vous aurez des influences identiques dans des cycles qui sont calés pour être justement dans une stabilité d'un temps cyclique, le temps de pi, mais vous vivez le dynamisme des émotions à chaque fois renouvelées d'un film qui n'est pas le même. Le
Le jeu, c'est pas une cassette vidéo ou un DVD que vous mettez et que vous regardez, c'est toujours le même. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est bien un jeu interactif où vous avez votre libre arbitre et où vous interagissez avec votre conscience totale. Ce qu'il faut toujours regarder, c'est la cohérence des choses. Ce serait quand même assez rigolo qu'on soit sur des notions d'infini pour l'espace, d'éternité pour le temps, et qu'on revive tout le temps la même chose. Ce serait dommage. Ce serait un peu bête. Ce serait très bête, oui. Ça diminuerait de beaucoup la compétence, l'attractivité de ce monde absolu. Et les capacités de l'absolu. Ouais, quand même, Là, c'est des incompétents, ils nous font des jeux vraiment pourris, quoi. C'est pour ça qu'il faut tout mettre en cohérence aussi. Et puisque la logique nous fait penser que, évidemment, l'autre côté omniscient, omnipotent et qui peut tout faire, il va faire le meilleur jeu possible. Il faut quand même rester dans cette compréhension qu'il y a un équilibre du jeu, de la logique la meilleure qui soit. Mais c'est vrai qu'ici, c'est absolument normal que nous soyons déviés et déviants, puisqu'on est plongé dans le côté obscur de cette force-là. Et nous, notre mental, il est fait pour justement trouver des mauvaises raisons au fait de vivre cette mauvaise expérience. Donc c'est absolument normal que notre psychiatrie, notre folie d'humain, moi-je, égo du relatif, résonne toujours dans ce sens-là et pas dans l'autre. Ben nous, on est empreint de dualité. On a ces doubles faces, lumière et ombre, donc nos raisonnements, ils sont structurés. On raisonne à fatalité. Voilà, il faut les dépasser pour s'améliorer. Raisonner autrement. Alors, puisqu'on touche à la fin de cette vidéo, ouf, j'osais pas te le demander. Et que tu as lancé au passage la notion de temporalité à travers cette compréhension, on pourrait glisser à votre réflexion quelque chose qui nous a semblé assez pertinent aussi. C'est lorsqu'on raisonne en termes de ces artefacts, de ces amulettes, vous remarquerez que sur la planète, il existe des pyramides sur plusieurs sites remarquables de la Terre et qu'elles n'ont pas les mêmes matières. Et que nous avons, et là on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit comme d'habitude, et de visiter la chronologie de certaines capacités, on va dire, psychiques qui se rapporteraient à des éléments de la matière, c'est-à-dire les 4 éléments, eau, terre, air, feu. Alors pour faire un résumé, on ne rentre pas dans les détails, on vous laisse mûrir tout ça de votre côté, comme toujours. Il faut bien être conscient qu'il y a des pyramides du côté asiatique qui sont construites en terre. On a cet élément-là, on s'est servi de la terre. Il y a des pyramides du côté des Amériques qui sont construites avec le résultat du feu. La composition des pyramides asiatiques, c'est de la terre qui n'a pas été cuite, qui n'a pas été non plus sédimentée, qui n'a pas subi physiquement ou chimiquement de contraintes extérieures. Fruit de la dégradation de l'humus, etc. Donc c'est de la terre. Amalgamée d'ailleurs avec d'autres, on ne va pas faire les détails. Mais là, du côté des Amériques, on y revient, on a des pyramides construites avec de la roche basaltique. Donc ça veut dire avec de la roche qui a été façonnée par le volcanisme, par le feu, oui, puisqu'on parle d'éléments. Fait par étapes. On a les pyramides de terre, on a les pyramides de feu, qui font intervenir de la notion du feu. Comment vous formaliseriez une pyramide qui fait intervenir dans les 4 éléments la matière eau? On prend des roches, tout comme on a pris des roches basaltiques pour formaliser le feu, on va prendre des roches sédimentaires pour formaliser l'eau. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le plateau de Gizeh? Ce sont des pyramides avec du calcaire, donc sédimentaire, de la compression aquatique. Et ce qui est drôle au passage d'ailleurs, avec quelques éléments de granit au cœur de cette pyramide qui, eux, matérialisent bien le feu. Oui, tout à fait. C'est du granit. Et ne provenait pas du coin. Et en plus, voilà, donc ça a été cherché exprès d'ailleurs. Ils ont dit non, mais c'est important que ça veuille dire quelque chose. Qu'il y ait un amalgame des deux. Des deux. Eau et feu. Là, on fait le résumé. On a un emplacement de cette planète des pyramides en terre. Un autre emplacement des pyramides qui font intervenir la notion du feu, et un autre site des pyramides qui font intervenir, 3e élément, l'eau. Il nous restait donc une pyramide qui appelle la notion la plus subtile, donc peut-être la dernière des 4 éléments, c'est l'air. Et là, hasard ou pas, c'est assez bizarre quand même, il y a à Paris une construction assez récente, donc c'est peut-être la dernière pyramide, et qui a les proportions qu'on a évoquées sur notre plan, là, tout à l'heure, la résolution de la quadrature du cercle. Elle est aux dimensions. Voilà, qui est au Louvre, avec dessous la Joconde.
Quoi de mieux dans une civilisation qui maîtrise, on peut le dire parfaitement, le silicium et qui le font. Il y a le feu, on fait intervenir pas mal de processus qui sont assez complémentaires pour faire du verre. On sait faire du verre. On a fait une pyramide transparente. Quoi de mieux pour évoquer une pyramide aérienne qui formalise l'air et donc la subtilité. Et qui en plus, en son cœur, possède un musée dans lequel il y a la Joconde. Si on prend en compte ce raisonnement sur ces différentes pyramides, on a parlé de l'importance de la structure, de l'architecture, de la proportion de ces pyramides, pour l'amulette du réveil de compréhension du but du jeu, et que tu as évoqué tout à l'heure la notion de temporalité, on peut aussi faire une espèce de boucle à travers les 4 éléments qu'on retrouverait signifiés dans la matière de ces différentes pyramides qu'il y a sur cette terre en ce moment. Bon, c'est vrai que ça nous ramène à une petitesse de notre ère quand même, parce que ça veut dire que sur la fin du jeu, nous on l'a pas faite d'une dimension extravagante. Elle a les bonnes proportions certes, mais elle est petite quand même. Hein. Elle est petite, mais elle a des subtilités. Elle a peut-être d'autres propriétés, significations, destinations que les autres. Voilà. C'était pas utile de refaire Khéops à Paris non plus. Hein. Oui, et puis peut-être qu'elle tient en son sein aussi un joyau qui est différent de la Joconde qui se trouve au-dessous. Voilà, qu'elle a forcément d'autres subtilités. Voilà. Bon, là, on a perdu tous les esthéticiens et les scientifiques. Je crois. C'est normal. Mais bon, restez sur ce qu'on a mené plutôt de rationnel, parce que là, c'est vrai que... Là, on en est au stade des questions. De tirer des fils, hein. Bon, après, c'est une pertinence, mais de dire que le hasard n'a pas toujours une place prépondérante dans ce qui se passe. Parfois, on peut chercher pour rien, mais parfois, non. Alors si on a aussi perdu nos amis qui sont habitués à raisonner avec leur partie compréhension du cerveau, mathématiques, rationnelles, etc., on a par contre sûrement fait plaisir et inspiré ceux qui sont dans la partie du cerveau opposé, l'autre polarité. Complètement. Et là aussi, il faut le dire au passage, puisque c'est normal, ça fait partie du jeu, des récupérations. C'est constant tout au long de l'histoire de la stratégie, des égos, des moins-jeux dans le jeu. Il faut vraiment avoir conscience du niveau émotionnel, la charge émotionnelle que on retrouve encore à la fin du jeu, bien sûr, chez certains chamans de l'astral, chez les Chanel qui canalisent des inspirations de l'ego relatif. C'est pas quelque chose de répréhensible, mais il faut le comprendre aussi. On essaie à chaque fois de bien prévenir. Voilà, prévenir. Mais ça, c'est inévitable, ça va se produire. Oui, certain. Au moins, c'est dit. Chacun a ses responsabilités. Voilà, exactement. Que vous soyez encore dans ces schémas-là, par exemple, magicien du paranormal qui retire encore des bénéfices relatifs, de l'esclavagisme intellectuel, hein, puisque tout ça c'est la même chose, avec le chaman, etc. Il faut s'en rendre compte quand même. Quand on remet ses propres décisions à d'autres personnes telles qu'ils soient, c'est de l'esclavage intellectuel. Voilà. C'est-à-dire, si je prends une décision... Au départ d'ailleurs, parce qu'après ça finit... Si je prends dans ma vie une décision importante, peut-être que je vis comme quelque chose de déterminant pour moi. Parce qu'un tel m'a vendu un symbole, un cristal, une incantation, etc. Des archétypes relatifs, on peut le résumer. Hein. Je m'en rends pas compte, ça me fait plaisir, ça me soulage. Je crois que j'ai décidé, mais je suis bien dans l'esclavagisme intellectuel. Ou un programme supérieur dû à des extraterrestres hyper technologiques, hein, ça existe aussi. Hein. Quoi qu'il en soit. C'est la même chose. À partir du moment où je me détermine pas tout seul, je suis bien dans ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande majorité qui n'a pas compris qu'elle ne doit et qu'elle ne peut pas se servir du concept absolu en le déviant à des fins personnelles, sans s'exonérer de conséquences logiques que vous pouvez bien imaginer. Bon, après, une fois de plus, chacun a son libre arbitre, même par rapport à ça. Mais bon, on est obligé quand même de le dire, parce qu'il faut prévenir. Hein, c'est comme si on donne un dessert très sucré à manger à quelqu'un, il faut lui dire, attends, fais gaffe, tu risques d'avoir du diabète. Hein, c'est pareil, mais là, on a donné des informations. Certains vont s'en servir pour faire quelque chose près de l'alpha et d'autres près de l'oméga, etc. C'est assez troublant de remarquer que plus des gens font des démonstrations, moins ils sont crus quelque part. Ils sont cuits, tu veux dire? Ouais, ils sont cuits. Plus ils sont crus, plus ils sont cuits. Un truc extraordinaire non démontré, et plus je suis attractif. Eh oui, mais ça marche, c'est mystérieux. Ça marche parce qu'il y a une forme de désespoir, mais... c'est la fascination. On ne peut pas guérir de par ce genre de démarche. Quoi. Le pire, c'est qu'il y en a qui font semblant de chercher, et qui amènent des théories, mais qui en même temps savent qu'ils sont en train de ficeler le rôti. Là.
à quelle cuisson justement ça va être Chacun préparé tout ça. Chacun Mais c'est normal. gère les conséquences de ça. Puis c'est normal parce que c'est la suite du jeu. Il faut bien que le prochain cycle prenne place. Voilà. Hein. C'est bien de prévenir parce qu'il y a plein de gens sincères et quelque part crédules aussi quand la vie est difficile. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait le dire. Pour terminer juste avec ça, une fois de plus, vous avez votre libre arbitre quant à la suite de vos décisions, mais prenez quand même le temps nécessaire pour essayer d'épurer vos ambitions du désir voilé qui vous anime. On retrouve également, sur l'autre polarité, ce désir voilé qui anime certains zététiciens ou autres scientifiques quantiques, par exemple, hein, qui font appel à cette même magie. Au final, c'est de la magie. Qui honnêtement, d'ailleurs, parce que c'est même pas voulu des fois stratégiquement, c'est honnêtement, qui peuvent pas faire la synthèse pour comprendre ce qu'on vient d'évoquer là entre la physique et la métaphysique. Et ça, c'est bien dommage parce qu'on compte beaucoup sur justement la rationalité physique, notamment nous qui sommes occidentaux, puisqu'on a beaucoup travaillé la matière et la technologie. On est pas mal avancé dans cette raison-là pour pouvoir marier tout ça et le comprendre mieux. C'est un petit peu le but sur cette chaîne, d'essayer de marier toutes ces compréhensions parce qu'elles sont nécessaires. C'est l'harmonisation de cette rationalité et en même temps de cette philosophie de l'utopie absolue qui peut faire le passage. Sinon, c'est pas grave. Chacun en fait absolument ce qu'il voudra. Nous allons terminer avec une autre question à vous poser, puisque on a démarré cette vidéo avec cette interrogation déterminante sur le fait d'avoir créé vous-même une amulette, laquelle serait-ce pour signifier le jeu. Mais là, la dernière question, ce sera pour tous ceux qui ont pris en conscience qu'il existe bel et bien en interaction cet univers absolu et cet univers relatif. Une fois qu'on a intégré cette notion, la dernière question à se poser, c'est mais qu'est-ce que j'en fais ici même en tant que moi-je, qui est encore empêtré dans ce relatif où on est très limité, très souffreteux, etc. Eh oui. Voilà. C'est compliqué. Quelqu'un qui intègre ça, je pense que ça veut dire qu'il a une notion de ce qu'il faut dans un certain équilibre. C'est le moment, oui. Mais en tous les cas, c'est la question à se poser. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais si j'ai compris ça? Là, ça veut dire que d'un coup, vous pouvez comprendre que l'univers qui a ses attributs qu'on connaît, il n'est pas au hasard, il est fait pour notre jeu. Ça veut bien dire qu'à un moment, c'est que vous devez sortir de ce jeu puisque tel est son but. Et qu'est-ce que vous devez faire pour finir ça? Et c'est quand même la question la plus frustrante et la plus angoissante qui vient après à l'esprit. Mais rassurez-vous, il y a une raison logique aussi de finir tout ça. C'est justement d'avoir à expliquer rationnellement ce qui nous reste à vivre dans cette transition où chacun ira avec son chemin différent. Il y en a bel et bien qui vont vouloir, avec ce même avatar, poursuivre le jeu, et d'autres qui vont vouloir s'en extraire. Mais ça veut bien dire qu'on n'aura pas les mêmes comportements sur cette planète. Que d'ores et déjà, on n'a pas le même regard sur les choses. On n'a pas la même détermination, là, on n'a pas la même orientation. Voilà. Et ce sera bien conditionné par le rapport que vous avez au mot. On en revient à cette série, Enfin l'Apocalypse. Soit, pour vous, l'Apocalypse, sa définition sera la vraie, la bonne définition, c'est-à-dire une révélation, mais donc à vous de choisir la nature de cette révélation. Soit ce sera le mot qui est employé faussement aujourd'hui, qui n'est pas apocalypse, mais qui est cataclysme. Donc c'est l'apocataclysme. Ne vous laissez pas piéger dans le choix qui reste à venir. C'est vous qui choisissez. Soit vous faites partie de ceux qui ont intégré que c'est l'apocataclysme qui arrive, ou la belle apocalypse, c'est-à-dire la belle révélation. C'est bien ça qui va se jouer. Et selon vos comportements, selon si vous êtes déjà dans le logiciel absolu du soi-je, ou si vous avez un comportement toujours violent, dualiste, dans l'univers relatif du moi-je, vous voyez bien que c'est ça la dichotomie. Que soit vous allez d'un côté, soit vous allez de l'autre. Et une fois de plus, on le répète, il n'y a rien de grave à tout ça. Chacun choisit en son âme et conscience de son ouverture d'esprit. D'ici là, travaillez bien les questions que nous nous sommes posées dans cette vidéo, avec toujours la même motivation d'essayer d'atteindre l'imaginaire le plus haut placé sur l'utopie pour préciser de plus en plus ce qui se passe du côté de l'univers absolu. Voilà. Bon courage, à bientôt. Au revoir.